Eh bien, salut à tous, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse d'actualité. Comme d'habitude, j'affiche l'Instagram afin que vous puissiez m'ajouter et m'envoyer vos sujets d'actu ou vos phénomènes de société. J'en profite également pour vous afficher mon Twitter. Et oui, j'ai désormais Twitter. C'est dû notamment à l'actualité que l'on va traiter aujourd'hui. Donc si vous voulez me voir sanctionner les woke sur Twitter, suivez-moi en masse dessus. Vous pouvez également m'envoyer des messages sur Twitter, il n'y a aucun problème. Et alors, aujourd'hui, eh bien, le sujet n'a pas été choisi par les abonnés. En réalité, il s'est imposé à lui-même puisqu'on va parler du rachat de Twitter par Elon Musk pour la somme de 44 milliards de dollars. Et que cet événement, qui peut paraître anodin pour certains Français, va en réalité provoquer des changements très profonds qui va probablement voir l'émergence d'un nouveau paradigme politique. Et c'est une information qui est capitale et qui contrebalance avec les résultats des élections présidentielles qui ont eu lieu le dimanche dernier. Maintenant que tout ça s'est dit, je tenais à m'excuser parce que ça fait 2 fois que l'on parle d'Elon Musk en très peu de temps sur la chaîne. J'avais fait une vidéo sur lui il y a maintenant une semaine, 10 jours. Alors c'était une vidéo qui se focalisait sur sa philosophie, son parcours, ses différents projets. Je t'invite d'ailleurs à la regarder parce qu'elle t'apportera des clés de réponse et tu pourras regarder cette vidéo avec un peu plus de savoir. Mais je m'excuse d'avoir parlé de lui 2 fois en très peu de temps, mais là on ne pouvait pas manifestement passer à côté de cette actualité qui est d'une importance capitale. Ainsi, ne t'en fais pas, on ne parlera pas d'Elon Musk avant un bon petit moment sur la chaîne, je te le promets. Maintenant que tout ça c'est dit, on va prendre le temps de poser le contexte, pourquoi Twitter, pourquoi il a racheté, qu'est-ce que ça va provoquer, etc. Parce qu'on voit que là, ça commence un petit peu à pleurer dans les chaumières. Certains ont lancé le hashtag adieu Twitter. Et oui, les pleutres quittent le réseau social car ils ne supportent pas la possibilité d'une pluralité de l'opinion. C'est une très bonne chose, on va discuter de tout ça et ça démarre de suite. Alors, premièrement, Twitter, c'est un réseau social qui n'est pas comme les autres. Il a été créé en 2006 à San Francisco, en Californie, notamment par Jack Dorsey. Jack Dorsey, c'est un gars, pour la petite anecdote, qui vient souvent en vacances dans ma région natale et je l'ai vu à de plusieurs occasions se baigner dans la rivière qui a à 2 km de ma baraque. Donc je l'avais déjà vu. Mais tu vois, j'étais pas spécialement heureux de le voir, ce Jack Dorsey, parce que il coche toutes les caractéristiques de l'entrepreneur de la Startup Nation, de la Silicon Valley, avec une vision du monde très messianique, le village global, bref, qui embrasse toutes les doctrines propres au wokisme. Twitter, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un réseau social qui est éminemment politique. C'est l'agora virtuelle. Il n'est pas comme Facebook. Alors, bien sûr, Facebook n'est pas complètement à jeter en pâture parce que on a tendance à croire que Facebook est mort, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de boomers qui sont aujourd'hui sur Facebook. Or, ce sont les boomers qui font les élections. On l'a vu avec le résultat de dimanche dernier, puisque 70% des personnes âgées ont voté pour Emmanuel Macron. De ce fait, Facebook reste quand même d'un intérêt politique, mais véritablement le lieu de l'exercice de la discussion, du débat, de la joute, se trouve sur Twitter, ce qui fait que c'est un réseau social éminemment politisé. D'ailleurs, je crois que ça ne tient que vraiment sur ça. Le souci, c'est que depuis maintenant quelques années, eh bien, Twitter connaît une forme de décadence, il ne cesse de chuter en bourse, l'entreprise connaît des difficultés. Alors ça s'explique de par plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'impossibilité de Twitter de trouver un nouveau modèle économique. Ils ont mis en place la publicité, mais ça marche pas vraiment, c'est pas comme sur Facebook. Twitter n'a pas le même public que Facebook. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ce sont les boomers qui ont un peu plus de possibilités de pouvoir d'achat, du moins ceux qui ont plus de la quarantaine, cinquantaine, et les jeunes qui utilisent Twitter ne sont pas spécifiquement la cible de prédilection. Ça s'explique également par une modération extrêmement
est bien dur envers tout contenu orienté un petit peu trop à droite. Mais aujourd'hui, on sait que ce qui est vu comme étant trop de droite, ce sont des discours extrêmement simples, qui ne vont pas spécialement loin. Alors, on a vu une chasse aux sorcières sur le Twitter américain par rapport à des hommes politiques qui émanent du parti républicain. Alors forcément, on peut citer Donald Trump qui a été banni du réseau social à la suite de l'assaut du Capitole. Donald Trump a été exclu et à partir de là, vraiment, le réseau social a basculé et s'est marginalisé. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que Twitter, qu'on aimait ou pas Donald Trump, ça avait son importance parce que c'était le lieu, le canal de diffusion du leader de la première puissance mondiale. C'est-à-dire que le président des États-Unis utilisait Twitter pour dire absolument tout ce qu'il allait faire. Il tweetait toute la journée. C'était son canal de diffusion, ce qui faisait que les journalistes devaient être sur Twitter, les analystes politiques, etc. parce que toute la communication du président Trump se basait sur Twitter. Donc en réalité, Trump était peut-être paradoxalement le meilleur ami de ce réseau social. Le souci, c'est qu'il a été viré complètement du jour au lendemain, après sa défaite aux élections, dans une volonté purement politique. Alors, forcément, c'est un problème parce que Twitter, en fait, ça a un rôle extrêmement important dans nos démocraties. C'est-à-dire que c'est le lieu d'affrontement d'idées. Et Twitter, même s'il y a forcément des dérives terribles, a une importance qui est capitale. Mais il faut savoir que c'est la gauche qui est à l'initiative même de Twitter, puisque ce sont eux qui ont créé le réseau social. C'est pas comme s'ils l'avaient racheté par la suite. Non, ils sont à l'origine. Et on reviendra sur cette question un petit peu plus loin. Alors, forcément, il y avait d'autres problématiques, beaucoup de bots, des faux comptes à foison. On ne pouvait pas changer les tweets, il n'y avait pas de façon de corriger les tweets. Il n'y avait plus d'ajouts sur l'application. Bref, le réseau social était en train de mourir et ça se voyait au niveau de la bourse puisque ça ne cessait de chuter depuis maintenant plusieurs années. Alors, Elon Musk, il est arrivé et il a proposé de racheter le réseau social pour une somme astronomique de 44 milliards de dollars. Comme je vous avais expliqué dans la vidéo sur Elon Musk, ce dernier est libertarien. Les libertariens, c'est un mouvement philosophique et politique plutôt anglo-saxon, que l'on retrouve principalement aux États-Unis, qui prône pour un recul de l'État dans ses prérogatives. C'est-à-dire que l'État reste dans ses domaines régaliens, mais qui ne touche pas à l'économie et qui ne touche surtout pas à la liberté d'expression. La liberté d'expression aux États-Unis, c'est un acquis fondamental, c'est dans la Constitution. En Europe, on n'a pas la même vision de la liberté d'expression, puisque en France, par exemple, on a des lois qui visent à réduire cette dernière, puisque si tu dis certaines choses, tu risques d'être poursuivi. Aux États-Unis, c'est une liberté totale. Moi, je suis pour cette dernière et j'expliquerai pourquoi. Et par contre, les réseaux sociaux ont une propre politique avec un règlement interne qui fait qu'ils peuvent aller à l'encontre de cette liberté d'expression et virer n'importe qui s'il y a trop de sanctions. Alors, il y a eu un bras de fer depuis maintenant quelques semaines, puisque Elon Musk voulait racheter le réseau social, le conseil d'administration voulait pas, Jack Dorsey qui ne travaille plus pour Twitter, qui a été viré par le conseil d'administration il y a quelques années, voulait que Elon Musk rachète Twitter, ou du moins il n'était pas contre. Il y a eu un bras de fer, il a voulu lancer une OPA hostile, les mecs de Twitter ont fait ce qu'on appelle la pilule empoisonnée, ce qui permet de mettre plus d'actions en circulation, mais ce qui va à l'encontre des actionnaires, bref, tout un tas de mécanismes, mais ils ont fini par négocier et Elon Musk est aujourd'hui le propriétaire officiel de Twitter. Alors, il faut comprendre que l'on va assister à un changement de paradigme extrêmement important d'un point de vue métapolitique. Tout d'abord, on pourrait dire oui, mais Elon Musk, il rachète non pas pour nos beaux yeux, il ne rachète pas Twitter pour la liberté d'expression, c'est avant tout pour se faire de l'argent.
Si vous avez vu ma vidéo sur Elon Musk, vous devez savoir que plusieurs fois dans sa vie, il s'est retrouvé dans une situation où il était extrêmement riche et qu'il a remis la quasi-totalité de ses richesses dans un nouveau projet. Il a remis l'argent sur la table, il a fait tout simplement tapis, il a remisé tout son jackpot dans des projets toujours plus ambitieux. Il a notamment failli frôler la banqueroute en 2007-2008, il me semble, avec le projet SpaceX. Donc on ne peut pas dire que Elon Musk, ça soit un milliardaire qui soit dans cette volonté d'à tout prix gagner de l'argent. Non, il a d'autres buts, il a une vision sur le long terme. On n'est pas sur du Jeff Bezos. Tout ça, ça ne veut pas dire que Elon Musk n'a pas un intérêt financier à posséder Twitter, puisqu'il va en avoir un. Il veut notamment lancer des abonnements payants à $2 et quelques pour avoir certaines fonctionnalités, mais c'est pas dans un but de gagner de l'argent. Il le fait surtout et avant tout pour reconsacrer la liberté d'expression sur cette agora virtuelle, puisqu'elle n'existait plus depuis maintenant quelques années. Alors qu'est-ce qui a fait bouger Elon Musk? Déjà, il était assez proche du Parti républicain, il avait déjà fait des dons de 80 000 $ au parti, et il était, je pense, assez peiné de voir que des figures du Parti républicain se retrouvaient tout simplement bannis de l'application parce que le discours de ces hommes et de ces femmes n'allait pas dans le sens de la nouvelle société que prônait Twitter. C'est-à-dire que Twitter avait une vision du monde woke. Le problème, c'est que Twitter est censé être un agora, un espace de discussion. Or, si tu commences à dire que dans cet espace-là, tu ne vas accepter qu'un discours woke, forcément, il y a une absence, il y a une carence de démocratie. Et aujourd'hui, la démocratie, elle s'exerce avant tout dans le cadre des réseaux sociaux. Parce que malheureusement, les gens ne débattent plus sur la place publique. Les gens ont du mal à accepter leurs idées politiques, surtout quand ces dernières sont de droite. Et de ce fait, l'espace de prédilection, ça reste le réseau social. Or, si le réseau social est bridé dans la possibilité de dire absolument ce qu'on veut d'un point de vue politique, la démocratie en pâtit derrière. Cela ne va pas dans le sens de la démocratie lorsqu'un réseau social décide de brider une partie d'un discours. Et ça serait pareil dans le sens inverse, si d'ailleurs on décidait de créer un réseau social où ne seraient acceptées que des idées de droite. L'une des choses qui a peut-être aussi fait prendre conscience à Elon Musk de l'intérêt d'acheter Twitter, c'est le succès énorme de Gettr aux USA. Alors Gettr, c'est un réseau social qui a été créé par Jason Miller, un ancien conseiller de Donald Trump. Et ce réseau social a eu beaucoup de succès aux États-Unis parce que ceux qui étaient virés de Twitter allaient sur Gettr. Ce qui est une bonne chose sur certains aspects. Par exemple, on est sûr de pouvoir discuter, débattre avec des gens qui pensent comme nous sans être jugés, etc. Mais par contre, on sort complètement de l'affrontement des idées, de la guerre des idées. Et ça, c'était un problème. Je reste convaincu par cette initiative. Mais c'est peut-être ça aussi qui a fait prendre conscience à Elon Musk de l'intérêt de racheter Twitter, parce que malheureusement la plupart des utilisateurs ne veulent pas aller sur ces nouveaux canaux de discussion. Ils veulent rester sur les réseaux les plus connus, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Twitter, qui restent les poids lourds, les leaders en la matière. Alors Elon Musk veut mettre en place plusieurs chantiers, comme je t'ai dit, un abonnement payant, la chasse aux bots, mais surtout il veut alléger la modération qui était trop excessive envers un contenu orienté à droite. Alors là, depuis qu'il a racheté, on voit que c'est la grande des raisons, c'est la panique chez les journalistes français, mon Dieu, un milliardaire qui rachète un réseau social, c'est la fin de la démocratie, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Bon, déjà, ils n'avaient pas cet excès quand ça appartenait à Jack Dorsey ou à toute la clique woke. Là, bizarrement, ça gênait pas. Mais quand c'est Elon Musk qui a plutôt une sensibilité politique de droite ou du moins libertarienne, là c'est un problème. Alors que théoriquement, quand on est libertarien, on accepte le discours et les idées politiques de tout le monde. Et d'ailleurs, Elon Musk a bien précisé lors de l'achat de Twitter qu'il voulait que les gens qui étaient contre lui restent sur l'application afin de pouvoir exercer leur liberté à se plaindre qu'Elon Musk a racheté le réseau social. C'est-à-dire qu'il ne veut pas commencer à faire ce pourquoi il a acheté Twitter, c'est-à-dire régler le problème de la liberté d'expression. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des journalistes français et les médias de gauche qui sont particulièrement inquiétants et qui montrent bien en réalité le loup dans cette histoire. C'est que ils ne supportent pas
la possibilité que la droite puisse reprendre du pouvoir en rachetant un réseau social comme ça. C'est-à-dire que le meilleur outil de l'ingénierie sociale appartient désormais à un milliardaire libertarien proche des idées de droite. Mais pourtant, ce dernier ne dit pas qu'il va brider la gauche comme la gauche l'a fait avec la droite pendant des décennies. Non, il dit qu'il va autoriser les gens à user de leur liberté d'expression et là, par contre, ça pose problème. Cela montre bien qu'il y a une volonté systématique de la gauche de faire taire le discours orienté à droite. Alors, certains ont peur du retour du grand méchant, de Donald Trump, est-ce qu'il va revenir, etc. Donald Trump a fait cependant savoir qu'il ne voulait pas rejoindre de nouveau Twitter, puisqu'il a créé maintenant son propre réseau social et qu'il veut rester sur ce dernier. Ce qui est d'ailleurs pour moi une erreur stratégique dans la mesure où son réseau social ne marche pas comme il voudrait. Il faut qu'il mène le combat politique sur Twitter. C'est là qu'il aura un impact et du poids. Mais il ne faut jamais dire jamais. Je pense qu'il finira par comprendre cela s'il veut notamment revenir à la course à la présidentielle. Donc il reviendra de facto un jour sur Twitter, du moins s'il est intelligent. Au-delà de ça, on assiste à un véritable changement de paradigme qui s'opère dans cette guerre culturelle à l'échelle internationale, puisque même si au niveau des élections, cela ne se ressent pas, on l'a vu notamment en France, il y a quand même des initiatives de droite qui ne cessent de prendre du terrain. Et l'achat de Twitter par Elon Musk, ça va permettre à la droite de réinvestir ce réseau social, de pouvoir discuter librement et de pouvoir mener cette confrontation d'idées sans être censuré, sans être caché, sans être banni. Et rien que ça, c'est une avancée majeure sur l'un des plus grands réseaux sociaux de la planète. Alors d'autant plus, c'est que Twitter était voué à mourir. Et là, on voit qu'il a des initiatives, il est assez visionnaire, je pense, pour trouver de nouvelles idées afin que Twitter redevienne un réseau social qui soit le plus attractif possible. Mais cette histoire, ça doit nous faire réfléchir à une certaine problématique. C'est que l'argent reste le nerf de la guerre. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on a vu que ceux qui possédaient Twitter étaient dans cette logique de oui, on a Twitter, jamais on ne le lâchera, jamais on le laissera entre les mains d'Elon Musk. Il est arrivé, il a fait un gros chèque avec beaucoup de zéros. Pendant une semaine, ça a couiné un peu et puis au final, ça a accepté son offre. Ce qui montre bien qu'il y a les idéologies, les idées remarquables, mais quand il y a l'argent, eh bien, à un moment donné, on se tait, on accepte le cash et puis c'est tout. Donc, ça montre bien que certains utilisent les idées woke, du progressisme, comme tout simplement des instruments, mais qu'en réalité, dans une vision individualiste, ils veulent tout simplement la recherche du profit. Et d'ailleurs, il y a d'autres signes qui consacrent ce changement de paradigme. Il y a notamment un bras de fer entre Disney et Ron DeSantis. Disney est toujours plus woke et Ron DeSantis a décidé de couper certains privilèges que Disney World, le parc Disney de Floride avait, parce qu'ils allaient trop loin dans certains idéaux politiques. On coupe les vivres et là, de suite, il y a une réaction. L'argent est le nerf de la guerre et ça nous le montre une fois de plus. Dès qu'il y a des questions d'argent, l'idéologie est balayée d'un revers de main. Mais ce qui est important, c'est que nous, la droite, en tout cas moi qui suis conservateur, nous devons prendre conscience enfin que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut cesser de se boucher le nez devant l'argent. Le fait de gagner de l'argent, c'est pas une honte. Le fait de vouloir créer son entreprise, faire du profit, avoir une belle maison, une belle voiture, etc., ça devrait poser de problème à absolument personne. Le souci, c'est qu'en France, on a un communisme mental qui est implanté, y compris chez des gens qui peuvent émaner d'une droite plutôt traditionnelle. On a la haine de la réussite et la haine de l'argent. Et ça, il faut sortir vraiment de cette vision du monde parce que c'est le meilleur moyen d'embrasser l'échec à terme. C'est-à-dire que quand Elon Musk rachète Twitter à 44 milliards de dollars, son argent, il ne l'a pas volé. Son argent, il l'a accumulé à chaque fois en le reposant sur la table, en créant toujours des projets les plus ambitieux. Donc il faut arrêter de dénigrer tout ça et il faut que nous, la droite, on comprenne qu'il faut absolument
être dans cette volonté de parfois gagner de l'argent afin de faire avancer nos combats politiques. On ne pourra pas continuer à rester dans nos salons, bien comme il faut, dans le confort, parler de nos grandes idées remarquables et à ne pas être sur le terrain, à ne pas mener des actions entrepreneuriales. Si on prend l'exemple de l'atelier Missor, ils ont décidé du jour au lendemain de faire des statues. Aucun banquier n'aura accepté de donner un prêt pour faire des bustes de personnages célèbres, que ce soit historiques ou des écrivains, et ils ont réussi à remettre en avant des personnalités qui étaient oubliées, comme Dostoïevski. C'est-à-dire que la libre entreprise, elle permet de faire avancer politiquement nos idées. Comme vous le savez, je pense que le politique et l'économique sont liés. Le souci, c'est que nous, la droite, on a refusé longtemps, par conservatisme, par tradition et aussi par dogme religieux. On a vu l'argent d'un mauvais œil, on a dit oula, c'est dangereux, ça c'est l'ultra-capitalisme, ça va forcément entraîner eh bien, une libéralisation des mœurs. Et à force de rejeter l'argent, on n'a pas compris que l'argent aussi pouvait être un outil utilisé qui aille dans le sens en fait de ce qu'on veut faire. Parce que si on n'a pas d'argent, on n'est pas visible. Si on n'a pas d'argent, on ne crée pas d'initiative. Si on n'a pas d'argent, on n'a aucune possibilité d'avoir un impact. Alors on peut dire c'est triste, c'est malheureux, on peut le critiquer, c'est ce que je fais parfois, mais il faut être lucide et pragmatique. L'argent, c'est le nerf de la guerre et nous gagnerons plus de combats politiques si on refuse de gagner de l'argent. Je donne un autre exemple, j'aime beaucoup la nouvelle librairie qui se trouve à Paris, la librairie des Deux Cités également et la librairie de France. Ce sont des entreprises, elles vendent des livres, mais elles font un combat politique en vendant des livres qui ne sont pas accessibles partout, mais en même temps elles gagnent de l'argent. C'est essentiel qu'elles gagnent de l'argent parce qu'il faut bien que les individus derrière ces initiatives-là puissent vivre, mais qu'en même temps, ils puissent participer au combat métapolitique. Alors bien sûr, là où il faut se méfier, c'est qu'il va y avoir des réponses. La gauche ne va pas se laisser faire, la gauche ne va pas accepter que Elon Musk puisse faire ça. Il faut comprendre qu'on a peu de milliardaires qui sont de notre côté ou qui clairement le montrent. Mais par contre, il y a une pléthore de milliardaires qui embrassent les doctrines du wokisme. Je pense par exemple à George Soros. Donc, il va y avoir une réponse, déjà de l'Union européenne, puisque l'Union européenne ne va jamais accepter que Twitter en Europe puisse avoir une liberté d'expression à outrance, puisque ça va à l'encontre de certaines lois en France. Moi, je suis pour la liberté d'expression parce que je pense qu'une démocratie saine doit fonctionner autour de ce principe. Les gens doivent pouvoir mettre le doigt sur certains problèmes. Comme l'explique Jordan Peterson, la liberté d'expression, c'est un bagage de mots qui nous permet de mettre des expressions, des termes sur des réalités empiriques, et ces réalités empiriques, le citoyen doit pouvoir les nommer et les rapporter à l'État pour se plaindre. Le citoyen doit pouvoir user de cette liberté d'expression pour signifier certains états de fait. Or, si on limite cette dernière et qu'on procède à une limitation des mots qui sont autorisés à être utilisés, il ne peut pas y avoir cet exercice de la démocratie et c'est extrêmement dangereux. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont tenir forcément des propos qui me choquent profondément ou que je trouve abjects, mais au moins dans la logique de l'ami et de l'ennemi politique, l'ennemi est clairement identifiable. Je sais qu'un tel pense comme ça et qui se cache pas derrière des faux semblants pour avancer ses pions. C'est pour ça que je suis pour la liberté d'expression, même à outrance. Et d'ailleurs, on va voir qu'il va y avoir une réponse de la gauche. Je pense déjà qu'ils vont essayer de limiter à tout prix le fait que la modération soit assez souple. Je pense qu'il va y avoir des milliardaires qui vont également avancer leurs pions, mais c'est une très bonne chose. Et j'espère surtout que ce qu'a fait Elon Musk, ça va motiver certains milliardaires de notre camp, parce qu'il y en a de notre camp, qui vont peut-être se dire qu'il y a ce changement de paradigme global et il y a de l'argent à se faire sur des principes de droite. Et c'est pas un problème, en fait c'est un échange de bons compromis. Ces milliardaires-là permettent de créer des initiatives, même s'ils se font de l'argent derrière, et nous, ça nous permet de pouvoir diffuser notre parole. Je pense par exemple à ce qu'a fait Bolloré avec CNews, parce que CNews a permis de remettre un discours de droite au centre de l'agora. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut arrêter de se boucher le nez devant les milliardaires, l'argent et toutes ces questions-là, parce que ça peut aller dans notre sens. De ce fait, Elon Musk a utilisé les armes de la gauche pour mieux les retourner contre elle. Alors, j'en vois certains qui vont dire « Oui, les droitardés qui sont là à vénérer Musk, etc. etc. »
parce que en fait c'est un milliardaire et qu'au fond il y a toujours une haine de la réussite et de l'argent et de l'accumulation de capital. C'est ça au fond qui rend fou certains. Faut pas aller bien loin. Eh bien ces gens-là, ils doivent comprendre que de toute façon c'est un état de fait, qu'il y aura toujours des gens qui vont être des meneurs, qui vont faire de l'argent, qui vont avoir de l'initiative, qu'il y aura toujours des gens qui malheureusement n'auront pas les facultés pour le faire, parce que malheureusement, nous vivons dans un monde d'inégalités, parce que les inégalités sont inhérentes à l'être humain de par sa condition à partir de sa naissance. Donc on ne peut pas lutter contre ça, et qu'à un moment donné, il faut être pragmatique et il faut être lucide. C'est-à-dire que si des milliardaires peuvent aller dans notre sens, il faut signer de suite. Donc en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle, je trouve. Ça va changer beaucoup de choses, ça peut faire basculer certaines élections et c'est vraiment une victoire majeure. Et il va falloir réinvestir ces réseaux-là, c'est-à-dire que ceux comme moi d'ailleurs qui n'étaient pas sur Twitter, retournez dessus parce que ce combat il va être mené dans les prochains mois. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.